tout l'historique de la baie. Au niveau géologie, la baie du Mont-Saint-Michel, c'est quand même quelque chose de particulier. On retrouve des plantes, le plateau aussi des Hermelles, qui est le seul plateau corallien d'Europe, je crois. Oui, c'est ça, oui. Oui, complètement. Comment ça s'explique, tout ça? Protégé maintenant. Comment ça s'explique? Bon, ça, c'est l'histoire géologique de la baie ou d'un autre site. Ça a été de différentes fractures. Naissance de la baie, on dit il y a 600 millions d'années. Donc c'est très très vieux. On fait partie d'une chaîne calédonienne, qui une partie remonte à l'Atlantique et qui repartirait sur le Canada. On fait plus précisément, ça va être plus simple, on fait partie du plateau du massif armoricain, qui part jusqu'aux îles Chaussées. Donc évidemment, cette baie qui existe aujourd'hui n'a pas toujours été comme ça. C'était plutôt, grosso modo, parce que c'est pas si simple que ça, des fractures de terre. Et après, ça a été des surélèvements de terre qui ont formé toutes les petites falaises qu'on peut avoir, Mont-Saint-Michel, Mont-Dol et Tomblaine. Et qu'est-ce qu'elle représente la baie? Donc comment ça t'est venu cet amour de la baie? Un coup de foudre, il n'y a pas d'explication. Au même titre que ça aurait pu être une belle demoiselle. Et oui, c'est comme ça. Pourquoi je suis arrivé dans ce site-là? Ça m'a complètement envoûté et j'ai toujours été amoureux de la baie. Même au travers des voyages que je fais, parce que j'aime bien voyager au travers le monde, je reviens avec grand plaisir dans la baie, qui est un site complètement particulier. Ici, donc c'est un véritable refuge pour le peuple migrateur. Toi, tu es chasseur et observateur des nombreux oiseaux qui parcourent la baie chaque année. Qu'est-ce que tu peux observer comme oiseaux? Des oies notamment, j'imagine? Ah oui, alors il y a une multitude d'oiseaux quand même. C'est vraiment une grosse veine de migration ici. Une grosse veine de migration en ce qui concerne les insectes, en ce qui concerne les oiseaux, en ce qui concerne les poissons, et même en ce qui concerne les mammifères, puisqu'on a aussi des feuilles, des marsouins, des dauphins. Ça, pas à foison, mais on en a quand même. Hein. Des oiseaux, oui. Alors là, on a tout ce qu'il y a de limicole. Limicole, c'est tout ce qui se nourrit de la vase et sur la vase. Donc les courlis, cordieux, courlis cendrés, les barges noires, barges rousses. Il y a tous les petits bicassos qui ont un statut d'oiseau protégé, sauf le bécasson mauvais, évidemment. Il y a quoi encore? J'en ai oublié. Il y a des bécassines qui sont un petit peu plus palidicoles. Bécassines, on a deux sortes de bécassines. Occasionnellement, la bécassine sourde, j'en ai déjà vu. C'est assez rare. Des phalaropes aussi, des espèces qui sont pas courantes. Tourne-pierre aussi, on en voit par un peu plus courant ça. Pluvier doré, pluvier argenté, pluvier guignard aussi, quelques-uns. On a tous les gravelots à collier interrompu, on n'en a pas trop de ça. C'est protégé, hein, tous les gravelots, tous les petits charriers de cette classe-là, tout ce qui est gravelots, c'est protégé. Et puis je pourrais vous en dire plein d'autres. Il y a tous les canards de surface, pilets, souchés, sarcelles d'été, sarcelles d'hiver, chipots, tous les plongeurs, mi-ouin, mi-ouinants, occasionnels, morillons. On n'est pas trop un site à plongeurs. Beaucoup de macreuses au large. Et puis j'en oublie certainement, il y a aussi des éders selon les places où on se trouve, mais il y a quand même beaucoup d'oiseaux. Et puis alors, tout ce qu'il y a de l'aridé, c'est-à-dire toutes les mouettes et goélands. Il y en a aussi pas mal, les sternes, il y a des cigognes, on a vu des échasses, on a même 2 flamants roses. Il ne faut pas trop s'en réjouir, ça, c'est une petite anomalie, puisque ce sont des flamants roses du Chili en plus. Donc faut pas s'en réjouir de ça. C'est une pollution en fin de compte. Vraisemblablement des oiseaux échappés de captivité, quoi. On voit maintenant des mandarins, des carolins, ça faut pas s'en réjouir, c'est pas normal, tout comme on peut voir des colverts noirs et blancs, ça c'est pas bien, parce que ça a été lâché au travers d'élevage, et ça c'est un peu dommage. Cet amour de la baie, alors de la chasse, ça t'a donné envie un jour de devenir naturaliste? Oui, mais c'est l'amour de la baie, de la chasse et disons de la taxidermie, c'est d'abord l'amour des animaux. Ça a commencé, alors à mon souvenir, et c'est pas très précis en fin de compte, j'ai l'impression d'être né avec ça. Hein. Pourquoi, je sais pas, du côté de ma mère, que j'ai pas connu trop d'ailleurs, mes oncles sont chasseurs, mais sinon j'ai pas côtoyé beaucoup de chasseurs. Mon père est venu à la chasse presque grâce à moi, et puis m'a permis d'aller à la chasse après, évidemment, parce qu'il m'a toujours emmené, et a continué à cause de moi, parce qu'il y a des fois il voulait plus y aller. Mais sinon, pourquoi? Non, je suis né avec ça. Cette envie de les immortaliser? Amour des animaux, d'abord, voilà. Ça c'est certain. Et qu'est-ce que la taxidermie alors, exactement? La taxidermie, ça vient du grec, taxi ça vient du grec, arrangement, et dermie c'est la peau. C'est facile à comprendre, ça veut dire qu'on arrange la peau. Taxidermie, disons, c'est le côté technique. Et on dit souvent taxidermiste naturaliste. Naturaliste, donc, c'est la connaissance des animaux, rendre les animaux, les peindre ou les reproduire d'une façon naturelle. Donc il y a le côté technique, conservation de la peau, qu'on appellera tannage, disons, et le côté rendre l'animal, le naturel à l'animal.
Donc tu naturalises aussi bien les mammifères que les poissons. Oui, poissons, mammifères, oiseaux. D'accord. C'est trois techniques. Trois techniques différentes. Oui, on pourrait presque dire que c'est trois métiers différents. Sauf que le fil conducteur, c'est rendre le naturel à l'animal et puis conserver l'animal avec sa peau originelle. Bon. C'est le seul lien qu'il peut y avoir. Mais la technique en ce qui concerne les oiseaux n'est pas du tout la même. D'abord, on ne tanne pas un oiseau. Ce sont des produits chimiques qui conservent la peau, mais ce n'est pas proprement tanné. Le mammifère, lui, il est tanné. Et le poisson, certains poissons se tannent. On en fait des chaussures, telles que le saumon, par exemple. Mais il se traite, on peut le traiter un petit peu pareil que les oiseaux. Il y a différentes sortes de tannage aussi sur les poissons. Tout le monde a sa technique, tout le monde a ses secrets, tout le monde a les meilleures techniques et les meilleurs secrets. C'est pour ça qu'on ne les donne pas, sinon ce ne sera plus des secrets. Mais bon, il y a des bases, quoi, hein. Il existe des petits bouquins, et puis il existe des gens qui veulent bien dire ce qu'il en est. Après, on a sa patte, tout simplement, sans parler obligatoirement de secret. Donc là, qu'est-ce que tu as mis de côté alors? Alors là, on a un petit chevalier arlequin, un petit limicole qu'on rencontre relativement souvent en baie, qui ressemble beaucoup à un chevalier gambette, mais il a le bec un petit peu plus crochu et puis un petit peu plus grand. Voilà, en plumage hivernal. Là, on a la fameuse barge que je vous parlais tout à l'heure. Ah oui. Barge rousse, qui est blanche. Donc c'est Isabelle, c'est ça? Oui, voilà. On va dire Isabelle parce que je ne pense pas que ça fasse partie... je ne pense pas que ce soit une albinos, on ne peut pas appeler ça comme ça. Et ça, c'est le fameux courlis cendré, le prince des grèves. D'accord. Le prince des grèves. On appelle ça le prince des grèves. Pourquoi? Pourquoi le prince? Parce qu'il est majestueux, sans doute. On aurait pu dire le roi, mais le prince, c'est comme ça. Alors, on peut remarquer aussi les différentes formes de bec. Ce bec-là, qui est un petit bec, en fin de compte, c'est un jeune, va chercher des aliments à différentes profondeurs dans le sable. Ne concurrence pas obligatoirement un bec qui a l'air trop sec et qui va aller beaucoup moins profond, et qui a un autre bec encore. Tout ça vit les uns à côté des autres sans se concurrencer en fin de compte. D'accord. Tout n'est pas trop mal fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas tout à fait la même nourriture? Parce que la table, pas tout à fait, non, mais la base est la même. Mais le lieu, c'est quand la mer se retire. Mmh. Et cet estran-là, ces vasières-là, regorgent de petits vers et de vermisseaux que eux viennent manger. D'accord. Alors, la première étape, c'est oui, de regarder ce qui va ou ce qui ne va pas, si c'est faisable. Si, par exemple, le client en question n'aurait pas laissé séjourner un petit peu trop longtemps l'animal, il serait vert et il perd tous ses plumes. À ce moment-là, c'est même pas la peine d'engager quoi que ce soit. Hein. Sinon, après ça, on assouplit les articulations. Parce qu'il sort du congélateur. Parce que bien évidemment, on ne peut pas dépouiller, et c'est souhaitable, de ne pas pouvoir le dépouiller tout de suite, ça voudrait dire qu'on n'a pas beaucoup de travail. On met tout au congélateur et tout attend au congélateur. Donc il faut bien assouplir. Voilà. S'il y avait eu des taches de sang très très importantes, il faut mieux les retirer au départ. Avec de l'eau, tout simplement, de l'eau et du savon. Okay. C'est plus facile que de laisser sécher. Alors après, on essaie de faire une ligne, justement, pour ne pas couper la racine des plumes. C'est relativement simple. Hein. Voilà. Avec un couteau. Avec un bon couteau. Oui, il vaut mieux. Un couteau qui ne coupe pas, va arracher, va déchirer. Alors on pourrait travailler avec une lame de rasoir, moi j'aime pas tellement ça, parce que ça va trop loin dans les chairs. Donc ça pourrait faire saigner. Donc là, normalement, on coupe que la peau. Voilà. Et on essaye de ne pas couper le péritoine, c'est-à-dire de ne pas faire sortir les viscères. Après, tout simplement, on décolle la peau au départ avec le couteau, en faisant attention de ne pas faire de trous dans la peau, là. Et après, le meilleur instrument, hein, les chirurgiens vous le diront, c'est la main. Tout à la main. Tout à la main, c'est bien mieux. Parce qu'on ne perce que très rarement la peau. Voilà. D'accord. Et les gars, je remets. On peut s'apercevoir que c'était un courlis qui était bien nourri quand même. Hein. Donc ça laissera supposer qu'il faudra le dégraisser.
Donc comment tu dégraisses? Ah, faut extraire tout le corps pour dégraisser. D'accord. Et il y a un sens qui va dans le sens, pour pas couper, on va dégraisser dans ce sens-là, toc, 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 et remonter, partir de la colonne vertébrale, redescendre dans ce sens-là. Entendu? Ok. Et là, on partira d'ici pour redescendre comme ça. Donc là. Et tu fais tout à la main, donc le dégraissage aussi, c'est à la main? Ah non, 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 Ah le non. dégraissage se fera au couteau. D'accord. Alors là, il faut aller doucement parce que plus l'animal est gras, plus la peau est fine. Donc on peut faire, enfin on peut, il se peut qu'on fasse un trou, parce que ça peut arriver bien entendu, mais il vaut mieux les éviter quoi. Alors donc il vaut mieux aller doucement. Ça sert à rien de se précipiter parce que ce trou-là, si on a perdu du temps au dépouillage, c'est une chose, mais on en a gagné puisqu'on ne recoudra pas. Et puis des fois c'est des mauvaises coupures. Il faut combien de temps environ pour faire un oiseau comme celui-là? Alors ça, c'est jamais pareil. Si par exemple là, on va mettre beaucoup plus de temps, parce qu'il est gras. D'accord. S'il n'était pas gras, ça se fait à dépouiller, il y en a pour pas longtemps. C'est une question d'habitude, c'est toujours pareil. Tout ça, il faut le retirer, ça fait une couche relativement importante. Et tu fais du foie gras avec ça? Non, on fait du pâté de courlis, mais pas de foie gras. Oh, c'est pas, au niveau qualité gustative, c'est pas extraordinaire. En pâté, c'est pas mauvais. Mais ça, après, ça regarde chacun. Les avis sont partagés. Ouais. Mais je préfère une petite bécassine ou une sarcelle qu'un courlis. Alors, pour éviter de tacher l'animal, c'est pas très propre. Voilà ce qu'on peut faire. Pourquoi de la maïzena alors? Parce que ça évite de coller aux plumes. C'est la maïzena qui absorbe. L'intérêt d'assouplir les articulations, voilà, c'est que maintenant, de tout à l'heure, c'est qu'on peut couper tranquillement. Alors, il y a des tas de gens qui pensent que c'est répugnant la taxidermie parce que le dépouillage, on voit les boyaux, on voit du sang partout, on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est pas répugnant du tout. Oui, c'est vrai. On ne voit pas de boyaux parce qu'on n'a pas justement percé le péritoine, il n'y a pas de boyaux, il y a très peu de sang, et des fois, voire pas du tout. C'est un oiseau qui a été prélevé quand, ça? Je ne peux pas vous dire, il y a un certain temps, on va dire. Parce que c'est un oiseau qu'on a pris pour dépouiller aujourd'hui. C'est un oiseau qui a dû être prélevé il y a 3-4 mois. Donc ça se conserve très bien dans un congélateur? Ah oui, j'ai des oiseaux qui... J'ai une grosse partie de ma collection qui est dans le congélateur. Même une fois naturalisé? Ah non, non, non. Ah non. Qui ne sont pas naturalisés. D'accord, oui. Non, non, mais c'est le seul moyen de conserver, puisqu'on ne peut pas faire tout au jour le jour. Alors là, on arrive à un moment un peu plus délicat, c'est la tête. Ouais. Et la tête du courlis et pas la tête alouette. Là, il faut être précis. Là. Faut avoir un bon petit couteau aussi. Hein. Oui, faut savoir, faut découper les oreilles. Faut savoir où elles sont. Si l'animal a pris un plomb dans la tête, c'est gorgé de sang et c'est pas toujours facile, mais c'est une question d'habitude après. Hein. Il faudra recoudre ça, bien entendu. Alors là, il faut être, on va dire, sûr du coup de couteau. Il suffit pas de couper. Mais c'est une habitude, ça. Hein. C'est un petit peu comme l'abbé, il faut pratiquer. Il y a la théorie, mais... Il y a la pratique. Oui, voilà. Et il n'y a pas de mystère. Et là, c'est un peu plus difficile parce que c'est gorgé de sang. Voilà. La tête est dégagée. Le corps est là. Donc là, il va falloir... Alors, c'est peut-être pas le moment
Voilà. Il faut retirer, bien entendu, ces muscles-là qui seront remplacés quand on refera la tête. Alors là, bien entendu, il y a différentes façons. Il y a des gens qui retirent la tête totalement. Il y a possibilité de retirer toute la tête parce qu'on peut faire une fausse tête. On peut garder le haut du crâne. Et bon, ça, tout ça, faut extraire, bien évidemment. On peut garder le haut du crâne parce que ça nous sert de base et refaire un crâne sur le haut comment dire, du crâne sur lequel on a les dimensions réelles, bien entendu. Mais il faudra refaire cette tête-là. Donc, chacun travaille différemment à ce niveau-là. Mais il faut de toutes les façons extraire la cervelle qui est à l'intérieur. Mmh. Tout ça, ça sera lavé. Et bien faire attention qu'il ne reste rien. Voilà. Là, c'est encore le doigt. Hein. L'ennui, la machine c'est bien pour protéger les plumes, mais ça glisse après. Il faut faire attention de ne pas se couper quand même. Mmh. Voilà, donc on remet les choses en place. Il faut habituer à ce qui est, à remettre tout en place pour ne pas faire prendre trop mauvais pli. Mais de toute façon, tout va aller dans un bain pour nettoyer tout ça. Il faut être assez ferme dans les mouvements, mais à la fois doux. Ça paraît un peu paradoxal, mais il ne faut pas hésiter. Voilà comment on fait pour gagner de la place dans un congélateur. D'accord. Et c'est beaucoup moins de place que d'entreposer les oiseaux entiers. Et là, il est prêt à monter après. Il est prêt à monter. D'accord. Bien sûr qu'on a dépouillé les pattes, lavé, dépouillé les pattes et les ailes, bien entendu. Hein. Ah ouais. Alors, une des manières pour exécuter un squelette, une des manières la plus faciles, je pense, et la plus utilisée, sans doute. C'est quoi comme fil de fer? Fil de fer galvanisé. D'accord. Alors, comment prendre les mesures en ce qui concerne un courlis, un chevalier? Ça, je suis incapable de vous le dire. Ça se fait, tout ça, ça se fait par automatisme. Mmh. Je ne prends plus de mesures. C'est l'expérience. Oui, on va appeler ça comme ça. L'habitude, à force d'en faire. Voilà ce qui va nous servir, les colonnes vertébrales. Voilà, là, toc, à peu près au milieu. Le fil de fer de soutien qui est la colonne vertébrale devra être au moins aussi costaud que les pattes. Ou les pattes au moins aussi costauds que la colonne vertébrale. Parce que c'est les pattes qui vont... Mais bien entendu, il faut que ça corresponde avec un diamètre qui va pouvoir passer au plus juste dans les pattes. Alors bien sûr, on peut se poser des questions. Oh là là, ça va nous donner quoi ça? Ouais, c'est vrai. Alors il y a d'autres façons de travailler avec des corps qui seront faits en polyuréthane ou en mousse de polyuréthane ou en, comment dire, en styro dur. C'est-à-dire on va refaire une sculpture carrément du corps. Alors c'est très pratique ça, c'est par exemple sur un canard qui est très gras. Puisque la peau va se relâcher, on va le dégraisser, elle va se relâcher. Donc c'est beaucoup mieux de faire ça avec une forme en mousse. Parce qu'on va pouvoir épingler et la peau va adhérer, se rétrécir un petit peu sur ce moule. Il y a combien de temps que tu fais de la taxidermie? J'étais à mon compte en 1984. J'en avais fait avant, à mes essais, bien entendu, mais avant de se mettre à son compte, il faut bien qu'on en fasse en tant qu'amateur, parce que sinon, il faut satisfaire une clientèle quand même. Dépouiller, c'est pas le bon côté du métier, évidemment. Faire ça, on commence à s'en approcher, et après, bien entendu, c'est la finition.
C'est quand on commence à voir l'animal qui prend forme, bien évidemment, mais c'est la fin du travail, quoi. Hein. Comme dans toute œuvre. Hein. Toute œuvre, c'est peut-être un bien grand mot. Mais... C'est bien désaffiner, c'est indispensable. L'ennui, c'est que ça arrive quand même, qu'on arrive à transpercer ici et le doigt avec. Ah bon? Ça, c'est la maladie. Alors, c'est le métier qui rentre, on dit, mais il doit rentrer assez longtemps parce que ça arrive des fois où on est obligé de forcer, et comme c'est très appointé, oh là là, très épointé, pardon, eh bien, le doigt en prend. Voilà ce qu'on appelle, grosso modo. Alors voilà comment ça va se situer à l'intérieur du corps. Hein. Après ça, voilà. Et les ailes. Les ailes, d'accord. Au repos, 100 ans. Voilà, comme ça sera grosso modo. Et donc, tu es devenu guide agréé, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, guide agréé? Guide agréé, ça veut dire qu'on est professionnel. Alors, il y a des structures, il y a des indépendants. Moi, je suis indépendant. Et agréé, c'est parce qu'on passe devant une commission d'agrément, qui est tout à fait sérieux, parce que tous les ans, on repasse devant cette commission. Donc, tout notre savoir est remis en compte tous les ans. Parce que le métier de guide, ensuite, c'est quoi? Alors, c'est emmener les gens dans la baie? Oui, le métier de guide, c'est... Alors, on pourrait dire qu'il y a les guides et les passeurs. C'est peut-être un peu péjoratif, mais bon, ça se divise un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a le passeur, parce qu'il existe des traversées dites traditionnelles, où il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien, où ce sont les gens qui marchent, on va dire pour marcher, qui représentent des fois des très gros groupes. Et on va au Mont-Saint-Michel, c'est représentatif d'un pèlerinage. Et puis, il y a, comment dire, des guides commentés. Et là, c'est complètement différent, parce qu'on raconte justement l'histoire de l'abbé, toute son histoire historique, ses histoires, parce qu'il y a des histoires, ses légendes, la faune, la flore, l'ensablement, enfin tout ce qui peut tourner autour de l'abbé, les traditions, la pêche, la chasse, d'antan et d'aujourd'hui, bien entendu. Et ça, alors moi, c'est ce que je fais pratiquement que des commentaires. À 99%, je fais des commentaires. Il faut être à l'heure impérativement. Parce qu'elle, la mer, est toujours à l'heure. Hein. Alors même si c'est des fois, il peut y avoir des retards, il ne faut pas prendre en compte. Il faut être impérativement à l'heure. Ça, Est-ce qu'elle monte réellement la vitesse d'un cheval au galop? Non, non, pas du tout. C'est Victor Hugo qui avait dit ça, parce qu'il était subjugué par ça. Mais il faut garder ça dans les esprits. Pourquoi il faut garder ça dans les esprits? Parce que si on vous donnait la vitesse moyenne sur 250 km/h, ça correspond grosso modo à, allez, on va dire, 4 km/h. Alors, c'est pas impressionnant du tout, mais c'est pas comme ça que ça se passe. La baie n'est pas plate, il y a des dénivellations relativement importantes. Et c'est vrai que dans certains endroits, quand on tape dans un talard ou dans un obstacle, un talard, c'est un banc de sable. C'est un eau normand, ça qui nous reste. Et là, évidemment, elle va très peu vite. Mais d'un autre côté, quand elle rentre dans un goulet formé par un fleuve ou un rue, là, ça va très très vite. Donc, par endroit, elle peut monter jusqu'à 15 km/h. Et je préfère vous dire que là, c'est impressionnant. Donc, si vous n'avez pas pied, en plein milieu de baie, vous avez 5 mètres d'eau au-dessus de la tête, en pleine marée. Donc, vous êtes complètement balayé, quoi. Donc ça, c'est le produit fini, alors? Ça, c'est le produit fini. Alors, une position qui, là, il est en train de chanter. On aurait pu faire différemment. Combien de temps ça a pris, là? Combien de temps on a mis? Je ne sais pas du tout, 1h30, à peu près. Pour faire ce qu'on a fait, bien entendu, il reste tout lavé, de la mise en forme. Alors des fois, ça peut aller très vite parce qu'on a fait justement tout ce travail. Voilà.